Chez SNCF, on est en train d'établir les bases du modèle opératoire du coaching d'équipe et on va très certainement préconiser dans un certain nombre de cas le binôme coach interne, coach externe ou si c'est pas binôme coach interne, coach externe et si c'est un coach interne qui intervient, qu'il soit supervisé par un coach externe. Notre conviction, c'est que y a beaucoup de complexité dans une équipe quand on l'accompagne. Il y a beaucoup de jeux systémiques et que chacun a ses points aveugles. À la fois le coach externe a ses points aveugles et le coach interne a ses points aveugles. Et chacun a ses zones de clarté. Et quand on associe les deux, ça peut être très puissant pour l'équipe. Les facteurs clés de succès de ce binôme, de fonctionnement de ce binôme, j'ai envie de dire c'est les mêmes que ceux d'une équipe. Il faut que ça fasse équipe. Alors on peut remettre tous les ingrédients qu'on a appris pour ceux qui ont suivi Team Intelligence, l'équilibre des pouvoirs, la qualité de la relation, des règles suffisamment explicites et en même temps suffisamment souples pour pouvoir s'adapter en situation à deux à ce que nous renvoie l'équipe et à ce qui se passe dans l'équipe. Peut-être un focus particulier sur bien prendre le temps de se connaître, bien prendre le temps de réguler la relation aussi souvent que nécessaire, et puis bien identifier les rôles, vous l'avez dit aussi, auprès du commanditaire, auprès du manager, pour l'équipe elle-même, il faut que ça soit très clair à qui elle s'adresse et quand, entre les deux coachs. Et entre les coachs eux-mêmes et j'ai envie de dire si on a ces ingrédients la complémentarité devrait marcher à plein. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a des rebonds, oui. Je sens que tu as envie de rajouter des choses. Oui. Pour préciser qu'on est sur la supervision, c'est ça qui a rebondi. En tant que coach interne, nous sommes supervisés par un coach externe, donc par un superviseur extérieur. Donc ça nous aide à effectivement avoir une vision décalée du système. Ce qui veut dire que effectivement, dans un binôme coach interne, coach externe, il faudra régler ce sujet de où est-ce qu'on parle de ces sujets-là sur une supervision collective. Donc ça fait partie des choses à régler dans le cadre dont tu évoquais là sur la clarté aussi des règles qu'on se donne ensemble. Donc ça fait partie de ces règles-là. Voilà. Et cette complémentarité, elle est vraiment à mon avis passionnante aussi par la diversité non seulement de compétences mais de regards en fait, de regards portés sur une problématique. Et la capacité à faire un diagnostic enrichi de ces différents regards. Donc, c'est parce que quand on a installé le coaching interne, j'ai affronté des sujets de type mais est-ce que ça vise à remplacer le coaching externe? Est-ce qu'on va faire des économies sur le coaching externe en mettant du coaching interne? Très clairement, la réponse est non. L'idée, c'est plutôt de faire que la culture du coaching se développe dans l'entreprise, dans l'établissement public, et que c'est à partir de là qu'on va faire plus en fait de coaching pour plus de personnes. Et après la répartition, on verra bien quoi. Mais c'est pas le but, c'est pas qu'il y ait un des vases communicants et qu'il ait envie de l'autre. Non, c'est bien d'adresser la culture du coaching, la faire grandir et mieux accompagner en fait nos équipes et nos managers tout simplement. Ok. Et alors du coup dans cette optique de faire grandir cette discipline naissante qu'est le coaching d'équipe, pour vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? On a entendu que c'était des choses, le coaching interne, oui, depuis quelques années. Le coaching d'équipe, c'est plutôt nouveau. Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui manquerait? Quels seraient les obstacles pour faire avancer le coaching d'équipe encore plus rapidement en mode coaching interne? Alors, ce qui manque, ou en tout cas ce qui peut être levé, ce qui peut être un frein aujourd'hui, je pense, c'est la méconnaissance. La méconnaissance de ce qu'est le coaching d'équipe, de ce que ça recouvre, de la posture, et d'expliquer en permanence, en fait. Je me rends compte, même après 2 ans, même après 100 coaching, même après X réunions avec les organisations sociales, avec la DRH, avec les directions métiers, avec la direction générale, avec toutes les parties prenantes, on s'aperçoit encore que il y a à faire de la pédagogie, expliquer, donner à voir,
expliquer les cas d'usage, montrer la plus-value, travailler sur l'impact. Et je pense que c'est un peu l'angle, pour l'instant, un peu, qui a encore besoin d'être travaillé, c'est pouvoir démontrer l'impact. Alors je sais que c'est un vaste sujet, c'est compliqué, mais vraiment démontrer l'impact, et l'impact, en effet, sur la performance opérationnelle, en fait. Donc au-delà du bien-être, du bien-être, de la qualité de vie au travail, c'est en quoi ça impacte la performance opérationnelle pour que les managers, les dirigeants décident d'investir dans ces dispositifs. D'autres éléments qui vous viennent? Alors oui, effectivement, démontrer l'impact. Spontanément, je dirais que, et c'est peut-être propre à mon organisation, puisque vous l'avez compris, il n'y a pas de structure de coach interne en fait. C'est un maillage et une vraie relation entre le coaching d'équipe qui se passe côté RH et ce coaching d'équipe côté développement. Aujourd'hui, c'est un projet que je porte avec un peu une défiance en mode t'es coach interne, donc les équipes ne vont pas parler, il ne va pas y avoir de libération de la parole. Ce qui pour moi n'est pas une conviction, je pense le contraire. Mais du coup, voilà, il y a toute une pédagogie à faire sur le fait que quand on est dans une posture de coach, en fait, il peut se passer des choses, si tant est aussi qu'on respecte le cadre déontologique, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas coacher une équipe dans laquelle on est partie prenante d'un système. Donc il y a ça, il y a cette espèce de pédagogie et de... Je pense que ce qui fera que ça se développera, c'est là l'expérience, cette expérimentation qu'on me donne avec l'aval de l'ARH, la possibilité de faire. Voilà, je crois beaucoup à ça. C'est l'expérience en fait qui va petit à petit montrer qu'on peut le faire en interne. Et par rapport au coaching d'équipe plus globalement, on est sur la bonne voie là, vraiment. Peut-être que petit à petit, c'est remettre le mot coaching d'équipe, en fait. Aujourd'hui, je ne le mets pas encore complètement. Je ne parle pas non plus de réunion, mais quand même, plutôt d'intelligence collective. Donc voilà, c'est oser dire le mot coaching d'équipe pour faire de la pédagogie, en fait. Voilà, et ne pas avoir peur de la peur en face. Ouais, c'est ce que je verrai. Alors, pour ne pas répéter ce que vous venez de dire, j'ajouterais que les coachs d'équipe ou les porteurs de ce type de dispositif ont, je pense, encore des efforts à faire pour clarifier, avec des définitions qui soient vulgarisantes, pour que ça soit plus facile pour des commanditaires potentiels de se représenter le sujet. Du côté... Ensuite, on ne pourra jamais démontrer tous les impacts, tous les bénéfices. Je pense qu'après, c'est une question d'entraînement. C'est-à-dire que quand on aura touché un nombre suffisant d'équipes et des équipes qui ont suffisamment d'influence sur l'ensemble de l'organisation, il y aura un effet d'entraînement. Comme ça s'est passé pour le coaching individuel, où à partir d'un certain moment, il y a eu un effet d'entraînement qui a fait que c'est devenu acceptable, accepté et même promu de manière générale dans l'entreprise. L'effet d'entraînement, oui, un dernier mot. Que ceux qui en ont bénéficié, qui en ont vu l'intérêt et qui ont ressenti que ça les a fait progresser, témoignent, ils parlent aux autres. Donc il y a un côté aussi, comment on arrive à nouer ce dialogue en fait dans l'entreprise ou ailleurs, ce que vous faites aujourd'hui aussi, c'est-à-dire de faire témoigner des gens qui en bénéficient, les utilisateurs, pour qu'ils puissent dire voilà, moi ça m'a apporté en tout cas, pas la solution magique, mais ça m'a apporté. Je lisais sur ta lèvre le mot ambassadeur, c'est ça? Oui, ambassadeur, et du coup je rebondissais aussi avec ce que tu disais. Ce qu'on a mis en place côté innovation incubateur, et là j'étais en train de... Du coup j'ai une nouvelle action là. On a mis en place des caféines où en fait en interne les intrapreneurs viennent témoigner, et je me disais en fait c'est utiliser ces caféines pour que les équipes qui sont accompagnées en coaching d'équipe viennent aussi témoigner. C'est, je pense que voilà, je crois beaucoup au témoignage, oui. Ok. Merci pour ces apports. On va aller vers le public. J'ai une première question là, j'en aurai une deuxième ici. On vous écoute. Bon, une question pour vous animer un petit peu. J'ai plusieurs manières de la formuler. Oui, alors je vais la formuler comme ça.
Vous nous expliquez que, et nous vous en remercions, qu'il faut qu'on ait des arguments vulgarisateurs qui expliquent les impacts du coaching d'équipe, etc. Et en fait, je vous renvoie ces conseils en vous disant, mais regardez aussi vos critères de choix sur des propositions, notamment dans le cadre d'appels d'offres publics ou autres. Les critères de choix des candidats ne sont pas toujours ajustés finalement, ou plutôt sont très ajustés sur les préoccupations des dirigeants, c'est-à-dire l'efficacité opérationnelle que vous rappeliez il y a un instant. Et du coup, ça m'amène à cette question qui est, ne croyez-vous pas du coup que ce coaching interne est un levier de manipulation ou de fascipulation du management ? Ah, avec le micro peut-être, parce que... Non, je vais mettre ça. Alors, on pourrait opposer ce sujet de la manipulation à toutes les formes d'accompagnement et au coaching lui-même. C'était la question tout à l'heure, coaching et capitalisme, coaching et performance opérationnelle, voilà. Et pas plus que le coaching externe. Le coaching interne est une forme de manipulation. On exerce avec une posture de coach, dans la neutralité, dans la bienveillance, dans la confidentialité, avec une charte de déontologie, sans intention par rapport aux managers qu'on accompagne. Donc, quand les demandes nous arrivent, elles sont des demandes qui, dans notre fonctionnement en tout cas, qui n'arrivent qu'à moi, qui ne sont pas connues des autres entités du groupe, hein, donc et qui n'ont aucune incidence sur la carrière des personnes. Le fait que la personne soit coachée n'est pas connu de quiconque non plus, n'est connu que du pôle de coaching. Tout ce que confie le coaché ou les coachés n'est connu que du coach avec lequel il travaille. Et donc ça, nous sommes engagés par un contrat, comme dans une relation de coaching externe. Et donc, on répond à la problématique que la personne vient... Enfin, en tout cas, on l'accompagne pour répondre à sa problématique et à la manière dont elle veut le faire, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc, je vois pas où est le sujet de la manipulation. Et le seul point, ce serait de dire que, oui, on participe en tant que coaching interne d'une transformation managériale qui est de la transformation voulue par le groupe dans lequel on est. Et c'est là qu'il y a un effet système, en effet, dans le fait de dire la transformation managériale, c'est quoi ? C'est avoir des managers plus autonomes, des interfaces plus fluides et une capacité à s'inscrire dans un collectif qui fonctionne. Bon, là, on voit plutôt des attendus, je dirais, globaux, qui aussi prêtent attention à la qualité de vie au travail et au bien-être des managers. Donc, moi, je ne vois pas la manipulation, je vois juste une politique RH qui s'appuie sur différents leviers, dont le coaching, qu'il soit interne ou externe. Merci pour cette question très énergisante, effectivement. Pour moi, c'est effectivement en quoi le coaching interne serait plus manipulateur ou plus que le coaching externe. Pas du tout. Par contre, et je trouve que la question le met bien, c'est qu'en tant que coach interne, nous devons démontrer, prouver encore plus que vous, coach externe, que nous avons ces compétences de coach, en fait. Notamment, effectivement, la confidentialité, l'éthique, de pouvoir rester vraiment en dehors du système. Et je crois que, comme nous sommes coachs aussi, nous avons cette éthique de dire à un moment donné, moi ça m'est arrivé, et pas forcément sur du coaching, même sur de l'accompagnement, de dire là je ne le ferai pas, parce que je sens que c'est pourri, quoi. Et à ce moment-là, j'aime autant qu'il fasse appel à de l'externe quand c'est pourri. Donc il y a un marché à prendre. Merci vraiment pour la question, parce qu'au-delà de la première réaction, ça me fait réfléchir quand même. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais j'ai réfléchi à votre terme de manipulation dans le coaching d'équipe. Alors, il y a un sujet, effectivement, dans le coaching d'équipe, qui est que on s'occupe d'un collectif et pas de chaque individu pris isolément. Même si on essaye de les prendre en compte le plus possible, effectivement, peut-être que ce vers quoi l'équipe va aller ne va pas être exactement le choix de chaque individu pris isolément. Et
je crois que c'est tout le travail du coach d'équipe. Il va prendre au départ une commande, il y a un commanditaire, après il y a un manager, après il y a autant d'avis que de membres de l'équipe. Et son sujet, c'est de ne pas choisir, mais effectivement, il est dans un cadre et il travaille par rapport à des objectifs qui sont fixés par l'entreprise et représentés par, en général, le commanditaire ou le manager. Donc oui, là-dedans, il y a tout l'exercice du meilleur compromis entre les aspirations individuelles et les nécessités liées aux objectifs de l'entreprise. Mais je pense que là, justement, dans ce travail-là, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce qui me passionne le plus, c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif. Et on cherche à le faire avec le moins de manipulation possible, mais effectivement, parfois, il y a des vrais compromis qui sont à faire, et peut-être que certains individus se sentent manipulés, mais à ce moment-là, après, c'est des questions de choix, hein, après, individuel, et le coach d'équipe n'est pas là pour accompagner chaque individu pris isolément. Il travaille avec un collectif en fonction d'objectifs fixés par l'entreprise, oui. Merci pour la question source de réflexion. Oui, Monsieur Maubrass, c'est à quel sujet? Alors, je t'en prie. Mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Serge, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous. Dans les réponses aux appels d'offres actuels, on constate ce décalage entre la connaissance interne du coach d'équipe, de ce que c'est que le coaching d'équipe et ce qui est marqué dans l'appel d'offres. Et bien souvent, nous, coach d'équipe, on se retrouve à répondre à des appels d'offres qui sont un petit peu désaxés par rapport à ce qu'on sait faire. Et donc, effectivement, on peut avoir ce sentiment des fois, mais je pense que vous avez sûrement le même, parce que je sais que vous êtes aussi parfois contributeur en tant que producteur potentiel sur les appels d'offres. On peut avoir ce sentiment d'être en décalage entre ce qui est marqué dessus et qui dénote une méconnaissance encore de ce métier, ce qui est tout ce qu'on se dit depuis ce matin, hein, et ce qu'on sait faire. Voilà. Ok. Oui, alors, en fait, je pense aussi que c'est parce qu'il y a une partie du métier qui sera toujours cachée, en fait, dans le fond, comme dans le coaching individuel, où il y a une demande initiale qui peut parfois devenir d'un N+1. Alors évidemment, le N doit se porter volontaire et il y a des objectifs qui sont fixés. Et puis après, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui ne se voit pas dans le contrat de coaching et qui est le travail réel. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais un alignement total entre les besoins exprimés par des RH ou par des commanditaires et le travail exact du coach d'équipe. On va peut-être rajouter en complément sur les critères là, des appels d'offres. En effet, moi je pense que plus la culture du coaching est implémentée dans une entreprise, plus il y a cette culture du coaching, plus il y a cette compréhension de ce qu'est le coaching de manière générale, plus les critères des appels d'offres peuvent être pertinents et répondre et être plus en résonance avec ce que le coaching peut apporter. Et je pense que on est vraiment, moi je le vois puisque, je vois très bien l'appel d'offres comment il a été passé. Il a été passé il y a 3 ans, je crois, l'appel d'offres qui est en cours aujourd'hui. Quand je le lis, moi je vois surtout les critères qui ont été mis par le service des achats que des critères de personnes qui connaissent ce que c'est le coaching, qui sont des professionnels du coaching. Donc évidemment, avec la création du coaching interne, moi, mon espoir et ma volonté, c'est de pouvoir influencer, être en influence là-dessus et se dire que le prochain appel d'offres, on ne le passera pas de la même manière, on ne mettra pas les mêmes critères. Voilà. Je pense que c'est là où le déclic peut se faire, quoi. Oui, sur comment on travaille ensemble sur ça. Dans la formalisation des cahiers des charges, des appels d'offres, et oui, dans ce travail de pédagogie dont effectivement on parle depuis ce matin, à toutes les strates de l'entreprise, de diffuser ce qu'est le coaching d'équipe. Il y avait une question ici. Oui, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les cabinets sélectionnés, qui sont les cabinets, comment ils marchent, comment ça fonctionne? Alors, j'avoue que j'ai pas les noms en tête. Il y a des cabinets parisiens, des cabinets sur tout le territoire en fait, qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres ouvert avec un cahier des charges publié au BOAMP, au bulletin officiel des marchés publics, procédure classique des marchés publics. Mais voilà, je peux pas avec des lots pour répondre à de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel sur certains publics. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus pour moi, en tout cas, Caisse des dépôts.
Comment on peut les contacter, les repérer, comment on peut les rejoindre en fait? Alors ça, je pense que l'appel d'offres, il doit être, les résultats de l'appel d'offres doivent être publiés. Donc je pense que ça c'est en ligne sur le site de la Caisse des dépôts. On sait avec qui on travaille. On est transparent sur les cabinets avec lesquels on travaille. Après, c'est plus un sujet à leur poser, enfin une question à leur poser à eux, à ces cabinets-là. Comment on travaille avec eux, comment on les rejoint. Je ne suis pas compétente sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez. Alors nous, concernant les cabinets qui travaillent, en fait, je ne sais pas, puisque là c'est la DRH. Je sais que j'ai déjà encouragé certains coachs à contacter notre DRH directement pour se faire référencer. On a de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a un pool de cabinets de coachs qui est référencé. Me concernant, si c'est moi qui vais faire appel, je pense que j'irai chercher mon critère. Alors, oui, il y a quand même le prix. On a un service achat. Donc, il faudra en plus que je prouve que j'en ai vu plusieurs et que j'ai sélectionné, etc. Mais au-delà de ça, spontanément, moi, mes critères seraient par rapport à des compétences que je vais chercher ou ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, le feeling, parce qu'on est de l'humain. Voilà. Nous n'avons pas encore lancé d'appel d'offres sur les coachs d'équipe, donc c'est à venir. Comment ça se fait? En tous les cas, en termes de méthode, on va bien différencier coaching individuel et coaching d'équipe. On a déjà un référencement sur le coaching individuel qu'on renouvelle tous les 3 ans. Et donc ça, c'est déjà en cours. C'est déjà là, mais on a fait le choix justement de pas mélanger les choses, parce que c'est pas forcément les mêmes cabinets qu'on va référencer, c'est pas forcément sur les mêmes compétences, et donc on lancera prochainement, suspense, voilà, une consultation. Mais donc comme on n'y a pas encore réfléchi, je peux pas vous donner les critères. Et juste. Ça, c'est de manière générale dans les grosses entreprises, pour me disculper. Il y a ceux qui viennent du métier, RH, et il y a ceux qui viennent des achats. Et ça, on a une marge de manœuvre réduite. C'est la faute des achats, c'est sûr. Pablo, on t'écoute. J'avais. Ah, pour la vie. Ah, ouais, voilà, ça fonctionne avec un seul, ok. Si je me lève, si je lève le bras, peut-être que ça fonctionne mieux, non? Bon, je vous le fais a cappella et puis on mettra des sous-titres. Oui. Ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, alors le bouche à oreille interne est super, en passant par les collaborateurs qui ont vécu une expérience. Vraiment, ça marche très fort. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les fameux caféines, où en fait on interviewe en vidéo et après c'est du question-réponse ouvert à l'ensemble des collaborateurs. La RH, non. Et puis voilà, par contre on a un soutien, comme on est l'incubateur, etc. On a un fort soutien de la direction générale, mais nous ça passe pas par la RH. Donc on fait nous-mêmes notre communication, mais surtout le bouche à oreille et le retour d'expérience. Alors nous aussi, la partie témoignage, en fait, bouche à oreille, marche énormément. Ceux qui ont donc vécu et qui donc s'en font les promoteurs auprès de leurs collègues. On a également, la cellule coaching interne, donc avec les 7 coachs internes aujourd'hui, sont rattachés au DRH, mais au DRH lui-même, avec une stricte étanchéité avec toutes les autres fonctions RH.
dans le sens où tout ce qu'on fait en coaching, on fait des bilans anonymes, annuels, etc. Mais tout ce qui est non anonyme, évidemment, n'est pas connu du reste de la maison. En revanche, on peut s'appuyer pour de la demande de coaching sur un réseau de responsables RH internes qui nous envoie des demandes, nous fait part de demandes. Alors on dit oui ou on dit non, hein, en fonction des problématiques et de là où on pense que le coaching interne a sa plus-value et mérite d'intervenir. Et puis on a également on a tous les outils classiques j'allais dire intranet, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin de communauté. On a une communauté interne des coachs, du coaching, qui me donne à voir des choses sur ce qu'est le coaching et ce qu'on peut y faire et la veille en fait, et de choses sur ce sujet. Et puis on a une communauté également des managers avec laquelle on interagit et sur laquelle on publie régulièrement. Voilà ce qu'on fait en coaching interne, voilà ce sur quoi on peut vous accompagner, voilà vos collègues qui ont eu tel problème, ils se sont accompagnés, ils sont très contents, ils témoignent anonymement des résultats. On a tous ces outils de communication. Et donc, et c'est en permanence, c'est-à-dire que l'offre, elle doit être en permanence remise sur la table, communiquée, parce que nous, notre offre s'adresse aux 1000 managers. Et on s'aperçoit que même en faisant tout ça régulièrement depuis 2 ans, il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas. Donc ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps, en fait. Alors, en termes de bilan, je voulais vous parler du coaching individuel, hein, parce que c'est là où on est vraiment structuré et où on a un dispositif avec des appréciations automatiques. En termes de bilan que l'on communique massivement, ce sont des bilans quantitatifs et des bilans quantitatifs aussi sur l'appréciation. Donc il n'y a rien de personnalisé, mais comme on a 350 coachings par an, on a suffisamment de données et de retours à la fois des coachés et des N+1 des coachés pour pouvoir communiquer là-dessus. Et ensuite, on a un réseau de référents coaching qui maille l'ensemble du groupe SNCF. Et eux font la promo locale du dispositif et ils peuvent utiliser nos données, ajouter aussi les verbatims de leurs propres collaborateurs coachés sur leur niveau. Et j'avais une autre idée, mais j'ai oublié. Elle est passée. Désolée. Je parlais de référent coaching. Oui, et non, la dernière idée, c'est clairement, et ça rejoint l'effet d'entraînement dont je parlais tout à l'heure, je pense que le bouche à oreille sur le coaching individuel, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut atteindre la taille critique de pénétration du marché pour qu'ensuite, ça fasse boule de neige. Alors, je trouve peut-être un peu contradictoire. J'ai entendu parler de pool de cabinets de coaching référencés, d'un côté. Puis j'ai entendu parler de on est humain, il faut le feeling, le bouche à oreille est ce qui détermine. Donc, est-ce que ce coaching d'équipe n'est pas lié un peu intuitu personné à, quelquefois, le succès, à qui est le coach? Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe si le coach quitte un des cabinets référencés alors qu'il est très plébiscité par le quantitatif ou par les équipes, etc. Est-ce que le cadre du marché régi par les achats et vos pools référencés ne peut pas être tordu pour faire entrer quelqu'un qui aurait quitté ce pool? Qui se lance? Les questions, si c'est un référencement, mais là je parle comme si j'étais acheteuse et vraiment je connais les fondamentaux mais pas dans le détail, donc j'espère ne pas dire de bêtises. Dans le cadre d'un référencement cadre, d'un contrat cadre, ce sont des sociétés qui sont référencées et donc si le coach quitte la société, il n'est plus référencé. Alors après, c'est une question de négociation individuelle et de contractualisation individuelle et il y a sûrement des marges de manœuvre, mais elles sont plus dans le même cadre. Voilà. Après, ce que nous cherchons à faire, et là je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire sur les référencements des coachs individuels, c'est que dans le cadre qui est donné par les achats, nous cherchons à rencontrer tous les coachs et c'est
les noms de ces coachs associés à leur société que nous mettons à disposition de l'ensemble des entités du groupe. Donc c'est bien aussi personnalisé sur des coachs. Mais par contre, les règles achats, c'est que c'est un cabinet qui est référencé. Donc on cherche à articuler les deux. Idem, et je pourrais pas vous en dire beaucoup plus puisque effectivement on a nous aussi un service achat. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, mais ça vous êtes habitués, c'est-à-dire qu'il va y avoir des 30%, mettons pour le prix, 40% pour la compréhension, etc. Donc après c'est ce qui va se jouer. Et vraiment pour le coup c'est des critères d'achat, hein, donc voilà. Oui, bah, idem, et pas grand-chose à dire de plus, d'autant que en tant que coach interne, c'est pas le cœur de mon activité. Hein, c'est vraiment une activité en dehors qui est tenue par la DRH et par le service des achats, avec effectivement la rupture contractuelle. Je pense que voilà, on est sur un sujet de rupture contractuelle, tout simplement. Donc, à un moment donné, il y a un contrat, s'il n'est pas respecté, ben voilà, il y a des clauses prévues dans le contrat qui doivent se mettre en place, quoi. Merci à toutes les trois pour ces interventions.